Et puis on va faire un petit round-up, un petit résumé, une cerise sur le gâteau, comme vous le disiez tout à l'heure, de ce qui a pu être dit hier matin, ce matin, autour de l'IA. Et quand on vous dit IA et éthique, je ne sais pas à quoi ça vous fait. Tellement de choses. Chers amis, en 2018, j'étais rapporteur d'une mission parlementaire très suivie. Et ça avait été l'intelligence du gouvernement de me laisser le parlementaire que j'étais mettre en publicité la mission pendant même son déroulé, de façon à ce que ça suscite du débat, ce qui n'est pas la démarche habituelle. Donc cette mission a abouti à la première stratégie nationale française dans l'intelligence artificielle. En gros, la période 2019-2024, la mission qui a succédé était celle d'Anne Bouvreau l'an dernier. Et ça a été l'occasion pour moi de me plonger dans toutes les facettes de l'intelligence artificielle, dont je connaissais certains aspects techniques, scientifiques, et dont j'ai pu apprécier toute la partie transversale et tous les sujets de société qui vont avec quelques grands constats généraux. L'intelligence artificielle, c'est un sujet qui s'est développé, qui continue à se développer de façon très expérimentale, pragmatique, en particulier depuis la renaissance des réseaux de neurones en 2012, et les théoriciens ont depuis longtemps perdu le fil, perdu la main quant à savoir quelles sont les techniques qui marchent et celles qui ne marchent pas. C'est vraiment un sujet qui se joue dans l'expérimentation. Un deuxième grand principe, c'est celui de la souveraineté. Intelligence artificielle qui nous pose des questions de souveraineté, à la fois souveraineté au sens géopolitique du terme, au sens politique si vous voulez, comment faire en sorte de garder la maîtrise ou un semblant de maîtrise sur la façon dont les choses évoluent, sans se laisser déposséder de la capacité d'agir, de la capacité de choisir les paramètres, du contrôle des données avec éventuellement des informations sensibles, de la valeur ajoutée, etc. Mais aussi la souveraineté au sens sociologique, la façon dont les humains interagissent avec la technique et dont ils doivent récupérer, garder le contrôle de ce qui, en tant qu'humains, est important qu'ils accomplissent. Et ce triptyque, donc ça c'est ce diptyque pour l'instant de la souveraineté et de l'expérimentation doit être complété par un troisième mot-clé majeur qui s'appelle le partage. Intelligence artificielle n'est pas une solution qui fonctionne sur étagère. On vous apporte l'électricité et vous vous servez l'électricité comme bon vous semble. Avec l'IA, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne fonctionne que quand vous avez un partage d'informations, partage d'idées sur qu'est-ce que l'on veut faire, pourquoi et comment on veut l'accomplir, quelles sont la façon dont on va le mettre en œuvre. Donc c'est du partage de compétences entre les experts de telle spécialité et les experts en programmation. C'est du partage de données entre celles qui ont accès à telle information, ceux qui ont accès à telle autre pour pouvoir les croiser. C'est du partage du partage de points de vue. En intelligence artificielle, bien plus que dans d'autres sujets techniques. Ça sont des grands mots-clés qui, dans la mise en œuvre, s'imposent et se réimposent à nous, qu'il s'agisse d'applications dans le domaine technique où il faut mettre en œuvre ces principes, ou d'applications dans l'emprise territoriale, ou de la façon dont on met en œuvre le projet dans ses dimensions sociétales. Vous avez toujours ça à garder en tête. Maintenant, un point sur lequel j'avais pas assez insisté en 2018 et qui est paru beaucoup plus clairement depuis, c'est la nécessité de la mise en débat de cette intelligence artificielle. Mise en débat aussi comme une façon de se l'approprier. Personne ne sait vraiment ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de définition claire. Il y a une telle chose qu'on appelle intelligence artificielle à une époque, on va l'appeler simplement algorithmique à une autre époque. Le buzz est consubstantiel à l'intelligence artificielle, c'est seulement quand ça fait du bruit et quand ça fait parler et quand ça vient un mélange de doutes,
d'inquiétude et d'espoir qu'on appelle ça intelligence artificielle. Et il y a plus de fausses nouvelles dans ce sujet que dans n'importe quel autre sujet scientifique auquel j'ai pu me frotter. Tous les jours, des fausses nouvelles qui sont diffusées sur les canaux tendant à insuffler davantage d'angoisse ou davantage d'espoir, et à tous les niveaux, de façon par des acteurs obscurs et anonymes parfois, ou par des grands patrons, ou par des grands scientifiques, tel prix Nobel qui vous dit que l'intelligence artificielle va sans doute pouvoir guérir toutes les maladies d'ici moins de 10 ans, tel patron de la grand patron de la Silicon Valley qui vous dit qu'il faut abandonner tous les objectifs climatiques mondiaux et à la place donner la main à l'intelligence artificielle surpuissante qui va nous indiquer la voie. Vraiment dans un discours messianique, la nouvelle divinité qu'on va créer, qui va nous dire quel est le chemin pour l'humanité. Et ainsi de suite. Aucun autre sujet scientifique que j'ai vu ne déchaîne autant de confusion dans le discours. C'est certainement le seul sujet dans lequel un prix Nobel fraîchement attribué, je parle en l'occurrence de Geoffrey Hinton, va à travers le monde, un peu partout, déclarant que son invention va sans doute anéantir l'humanité. Et de bonne foi en ce qui le concerne. Je pense qu'on n'a jamais vu ça depuis le prix Nobel de Otto Hahn en 1945 sur la fusion de l'uranium qui a donné la possibilité de la bombe atomique. Donc c'est vraiment une technologie ou un ensemble de techniques extrêmement particulières dans lequel garder son sang-froid, sa raison, son calme est difficile. Alors, pour ce qui est de l'éthique, comme on est sur un projet social, transversal, total, qui associe des questions politiques, des questions sociales, des questions économiques, évidemment que l'éthique s'infiltre dans tous les pores, à travers toutes les mailles du filet. Et l'ensemble des problèmes est juste considérable. L'intelligence artificielle peut participer ou participe, je vais juste lister un ensemble d'aspects négatifs problématiques, à renforcer les inégalités. Bien sûr, un ministre asiatique me l'avait dit un jour, texto, AI is the greatest inequalizer ever. Venant de la part d'un membre de gouvernement en exercice dans un continent, l'Asie, où on sait que les écarts et les inégalités sont encore bien plus profondes et considérables qu'en Europe, c'est le genre de phrase qui vous fait réfléchir. Mais aussi augmenter l'emprise des entreprises sur les salariés. C'était un exemple décortiqué par la chercheuse Cathy O'Neill dans son classique désormais Weapons of Mass Destruction, comment des logiciels d'optimisation de l'emploi du temps, dans un contexte dérégulé comme peuvent l'être les États-Unis, aboutissaient à des horaires juste invivables, insupportables pour des travailleurs, des travailleuses qui se retrouvaient occupées à gérer des trous dans leur emploi du temps d'une façon qui était juste impossible. Mais aussi l'intelligence artificielle, ça peut être l'augmentation de biais racistes, sexistes. Des expériences l'ont amplement démontré. L'exemple venant des États-Unis, cet exemple qui avait été décortiqué et critiqué par des ONG, de logiciels qui donnaient des prédictions de récidive pour les détenus qu'on va placer en liberté conditionnelle ou pas, et dont on a pu montrer que le logiciel était raciste au sens où à dossier équivalent, il donnait 2 fois plus de chances d'être libéré aux prisonniers blancs, selon la terminologie américaine, qu'aux prisonniers noirs, selon la terminologie américaine. On a vu aussi les problèmes géopolitiques renforcés avec l'intelligence artificielle se mettant au service des dictatures pour augmenter leur emprise sur la population, espionnage, crédit social, fichage des opposants. Et on a vu, il y a eu des scandales avec Facebook, il y a eu des scandales de collaboration dans tout ce que vous voulez, que ce soit à l'Azerbaïdjan, que ce soit en Chine ou ailleurs, mais aussi donnant alliés aux techniques modernes de communication comme une tentation considérable aux gouvernements dans les démocraties d'espionner leurs propres ressortissants. Tentation considérable. Et on a vu, pour rappel, ici en France,
il y a quelques semaines à peine, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice faisaient un forcing considérable auprès des parlementaires pour adopter une mesure de loi juste inouïe et dénoncée par tous les acteurs de la cybersécurité à travers le monde, voulant imposer aux fournisseurs de messagerie cryptée la mise en place d'une porte dérobée permettant l'espionnage par le gouvernement. Et ce genre de choses est dénoncé partout comme étant d'une part une tentation d'espionnage pour les démocraties et d'autre part comme une façon d'une nouvelle potentialité pour les mafias d'espionner un peu partout. Ça fait 10 ans que tous les conseils européens, tous les responsables des colloques de cybersécurité disent surtout pas de backdoors. Il y a quelques semaines encore, le gouvernement français dit il faut absolument un backdoors pour la sécurité et ainsi de suite. Et donc, vous avez là quelque chose qui participe, l'intelligence artificielle avec ses nouvelles possibilités d'espionnage et de fichage participe à cette mise en place nouvelle du jeu entre l'État et les citoyens. Mais aussi l'intelligence artificielle sont des nouvelles, ça redéfinit les forces en présence pour la guerre. Évidemment, ça participe de la réappréciation du drone, si vous voulez. Et on l'a vu, c'était ça a fait les gros titres des journaux, l'opération de drone ukrainien qui est allé détruire des fusées sophistiquées russes, le drone contre le tank, le drone contre les fantassins. Et donc tout ça, c'est une réappréciation du drone, nouvelles possibilités qui ont amené indirectement, c'est vous dire où on va. Plusieurs pays de l'Union européenne a proposé une sortie du traité mondial d'interdiction des mines antipersonnelles. Les mines antipersonnelles, c'est parmi les saloperies les plus terrifiantes que l'humanité a inventées. C'est le ravage pour les populations innocentes. C'est un enfer à déminer. Des régions entières du monde sont encore aujourd'hui minées par ce genre de choses, qui n'a pas à voir avec l'intelligence artificielle, mais voyez le truc en cascade. Comme l'intelligence artificielle dévalorise le tank, dévalorise le missile, ça revalorise le fantassin qui va se retrouver en première ligne pour arriver à l'assaut de certaines choses, et donc ça redonne la tentation d'utiliser les mines pour décourager les humains de pénétrer sur les territoires. Et donc l'intelligence artificielle, comme toutes les techniques mathématiques, se retrouve utilisée dans le secteur de la défense et de la guerre, et donc va jouer son rôle là-dedans. Mais aussi, on a vu avec l'intelligence artificielle la mise en place de nouvelles pratiques néocoloniales, parce que l'intelligence artificielle est nourrie de beaucoup d'annotations ou de petites informations qui sont données par des personnes peu qualifiées, les travailleurs du clic, comme on les appelle, ceux qui annotent patiemment des images et qui sont ensuite remontées dans des centres, dans des pays développés. Et également, ça c'est au niveau de la chaîne de l'information, et également dans le domaine du recyclage des déchets de l'informatique, les brûleurs ghanéens qui s'abîment la santé à brûler comment ça s'appelle, le caoutchouc des câbles électriques pour récupérer le cuivre ou récupérer d'autres éléments importants dans un paysage d'apocalypse, des montagnes de déchets sur lesquels ils passent leur journée dans des conditions inouïes. Ça, c'est en aval, si vous voulez, la partie récupération de nos déchets physiques de l'informatique en général, qui est le plus souvent sous-traitée au Sud, dans une très claire démarche néocoloniale. Et je vous parle là du physique. Le physique n'a pas à voir directement avec l'IA, mais si, parce qu'aujourd'hui, l'augmentation considérable des infrastructures physiques de numérique, elle est motivée par le développement, par le boom de l'intelligence artificielle qui pousse les grands conducteurs, les grands constructeurs, les grands promoteurs à construire bien plus de data centers, à construire plus de stations de calcul et tout ce que vous voulez. Donc on est là face à une considérable ensemble de problèmes éthiques et l'intelligence artificielle, auxquels il faut ajouter bien sûr la consommation de ressources écologiques, bien analysées par exemple dans l'ouvrage de la chercheuse Kate Crawford. Ce sont des ressources en matériel, ce sont des ressources en eau, ce sont des ressources en électricité. C'est tellement consommateur d'électricité que dans certains endroits il y a des tensions d'usage, des tensions des partages d'usage entre ce que ça va servir
entraîner l'IA ou est-ce que ça va servir à quelque chose d'autre, et que certains des grands constructeurs des exascalers, comme on les appelle, les très grands groupes de numérique, songent à acquérir leur propre centrale nucléaire pour pouvoir avoir autant d'énergie que possible. Et évidemment, les ressources d'énergie sont pas illimitées dans le monde. Il y a une tension globale sur l'énergie. Toute l'énergie que vous utilisez pour un usage, elle est prise à un autre. Et on assiste à cette incroyable, gigantesque diversion de l'humanité qui concentre une part déraisonnable de ses ressources technologiques dans l'intelligence artificielle et de ses ressources financières. On utilise aujourd'hui dans le monde à peu près au moins 10 ou 20 fois plus d'investissements pour développer le numérique et l'IA que pour développer l'écologie. Et donc pour construire des data centers que pour sauver la planète. Alors, l'ancien patron de Google que je citais tout à l'heure est convaincu que c'est l'IA qui doit nous montrer la voie pour sauver la planète. Mais n'importe qui a étudié un peu sérieusement les problèmes écologiques de la planète comprend qu'il s'agit là d'une grande illusion. Ajoutons enfin que l'intelligence artificielle vient avec tout un ensemble de pratiques par rapport à notre humanité qui peuvent être un piège ou une diversion ou une nuisance. Ces pratiques telles que nous déshabituer de certains de nos savoir-faire. Ça peut être tout, ça peut être savoir écrire soi-même, ça peut être savoir s'isoler telle ou telle chose et ainsi de suite. Mais aussi nous donne l'illusion qu'on a plus besoin d'apprendre, plus besoin de mémoriser, plus besoin de faire travailler sa cervelle, mais aussi nous donne l'illusion que certains des fondamentaux de notre société peuvent être, certains des fondamentaux, des lois physiques ou sociales, on va pouvoir les dépasser. Peut-être la plus spectaculaire et la plus dérangeante, c'est celle qu'on appelle l'immortalité numérique. Cette pratique par laquelle vous pouvez, à l'aide d'IA, ressusciter l'image et la voix d'une personne chère disparue. Si vous y ajoutez des capteurs de réalité augmentée, vous pouvez même y rajouter le toucher. Et vous avez ces expériences qui donnent froid dans le dos, dans lesquelles vous voyez une maman qui a perdu son enfant d'une maladie orpheline, qui le réinvoque en termes numériques, qui peut le toucher, lui parler, et l'enfant va parler sur le même langage que l'enfant parce que l'IA a été entraînée avec les films, toutes les archives de l'enfant. Et on est là face à quelque chose qui bouleverse même la notion de deuil. Moins effrayant, mais peut-être, mais globalement dérangeant également. Vous avez tout le marché, la mise en œuvre de l'industrie de la simulation d'affectifs. Ce sont ces logiciels qui se mettent à vous converser comme si c'était un être cher, qui vous écrivent des petits textos dégoulinants d'amour quand vous êtes à votre travail. Ne rentre pas trop tard, mon chéri, je vais préparer la maison. Si en plus ça vient avec une maison connectée pour ton retour, regardons un film ensemble, etc. Populaire dans certains pays d'Asie où l'épidémie de solitude est encore plus galopante qu'en Occident, et qui participe à faire un substitut dans un monde où, comme on sait, globalement, les statistiques nous montrent que la solitude continue d'augmenter en dépit des connexions considérables, parce que ces connexions sont bien souvent de la présence plutôt qu'une réelle qu'une réelle empathie, que quelque chose d'affectif. Et des statistiques qui nous montrent aussi que même la fréquence de contact physique, la fréquence de rapport sexuel est en déclin de façon alarmante un peu partout dans les pays développés. Et donc l'IA est là, elle vient occuper cet espace-là, être le réceptacle d'amour à la place des humains. Et certains vous diront, mais c'est un consolateur, c'est quelque chose qui vous aide à passer un mauvais cap, mais en vérité, venant encore plus prendre la place de ces rapports humains directs qui sont si précieux. Je vous ai dressé là un panorama à charge un peu effrayant, un peu dystopique, pour montrer l'ensemble de toutes les calamités dans lesquelles l'IA peut s'investir. Et ça ne doit pas diminuer en rien le bilan positif potentiel de l'IA qui, comme on le sait,
peut vous faire toutes sortes de belles choses, a un vrai impact en médecine pour soigner des maladies, les détecter et aider le boulot des chirurgiens, des médecins, de façon très importante au quotidien déjà. Un vrai impact pour aider à l'optimisation d'énergie, un vrai impact pour aider à la découverte des inégalités et des injustices, un vrai impact pour aider à la détection de fraude, un vrai impact pour aider l'écologie à s'organiser, les scientifiques du GIEC à mieux faire le rapport, etc. Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que des technologies qui se mettent au service de l'humain dans toutes ses dimensions viennent avec beaucoup de potentialités, mais bien sûr vont aussi encourager les mauvais penchants des humains ou des sociétés humaines dans toutes leurs dimensions. Et tout ce que vous pouvez imaginer dans notre époque qui ne manque pas de mots et de doutes et de calamités et qui voit une résurgence de la guerre et des haines qui se développent entre nations, ou au sein des sociétés, va aussi mettre l'intelligence artificielle au service de ces haines et de ces projets de destruction. Et la réponse par rapport à tout ça, c'est surtout pas de se bercer d'une illusion que les programmeurs vont programmer les choses d'une façon qui soit bien ou que la technique va pouvoir aller dans telle ou telle direction si on la développe bien. Ce serait dédouaner l'humain de sa responsabilité politique et éthique, justement. L'éthique, c'est dans les mains des humains, pas dans les mains des machines. Dans les mains des programmeurs, selon des dirigeants d'entreprise, des industriels, selon des critères qui sont édictés par les humains, détectés par les humains, contrôlés par les humains. Et c'est notre boulot d'être ferme sur ces principes dans leur mise en œuvre et dans leur détection, dans leur façon, dans l'art de manier la carotte et le bâton par rapport à tout ça. L'Europe peut s'enorgueillir d'être le continent qui, de très loin, a pris le plus au sérieux les enjeux d'éthique de l'IA, non seulement dans la réflexion, aussi bien de la détection des mauvais usages que du développement des usages pour le bien, de très loin, mais c'est aussi de très loin le continent qui s'est le plus doté de régulation. Un peu trop diront certains, et c'est vrai que sur certains domaines, la régulation devient pesante, je pense en particulier à la médecine par rapport au numérique, mais tout cet ensemble réglementaire complexe, une vraie cathédrale réglementaro-judiciaire, si vous voulez, portée pour l'essentiel au niveau européen avec des acronymes, tant que vous voulez, qui s'appellent RGPD, DMA, DSA, AI Act, etc., etc., c'est quelque chose qui montre que le pouvoir réglementaire s'est emparé du sujet et s'est demandé où est-ce qu'on peut, quels sont les usages qu'il faut interdire en priorité, ceux sur lesquels il faut encadrer, etc., etc. Et le gros enjeu de la prise en charge de l'éthique maintenant, il est dans l'action et la mise en œuvre, dans l'exécution, plutôt que dans la réglementation. Il est dans la détection des fraudes, il est dans la mise en œuvre des projets programmatiques et dans le fait d'avoir de réelles forces de développement. Si vous voulez réglementer un sujet ou si vous voulez le faire aller dans la bonne direction, mais que c'est pas vous qui le développez, que vous laissez quelqu'un d'autre sur qui vous avez aucun contrôle de développer, vous pouvez être sûr que ça se développera pas comme vous le voulez, que ça se développera à votre détriment. Donc cet enjeu réellement d'action et d'expertise à mettre en œuvre pour l'Europe, de toutes les échelles, depuis l'échelle territoriale jusqu'à l'échelle européenne, avec une bonne information, le fait de regarder en face la cataclysme et le néant pour savoir en triompher, et la volonté de dire c'est aux humains d'agir là-dessus sans chercher à rejeter la balle, dédouaner en disant oh, on va laisser les techniciens s'en occuper, c'est pas comme ça que ça marche. Je vous remercie. On peut l'applaudir. Merci. Mesdames et messieurs, à vous la parole. Si vous avez des questions, profitez-en, c'est le moment. Ici au premier rang. Merci Cédric, comme toujours, c'est brillant. Le lien avec le territoire, comment est-ce que justement, dans les stratégies de réenracinement, eh bien, c'est peut-être en partant de ce premier kilomètre des besoins, ce premier kilomètre des ressources et ce premier kilomètre des envies d'engagement,
que l'IA peut se remettre au service de l'humain et non pas l'humain au service de l'IA. Et finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir repartir de ce premier kilomètre des besoins? Quel est ce lien avec le territoire? Premièrement, le territoire est l'échelle de la confiance. Et on le voit au niveau des élus, au niveau des villes, c'est bien plus facile de travailler sur une relation de confiance entre responsables et humains, pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau des entreprises, au niveau des sites, tout ce que vous voulez, qu'au niveau national ou au niveau supranational, beaucoup plus abstrait. Dans un sujet qui repose énormément sur la relation de confiance, qui permet de développer les projets ensemble, le territoire est l'échelle par excellence de l'expérimentation, en proximité, en familiarité des acteurs les uns avec les autres. Et c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles on avait insisté dans ce rapport sur l'intelligence artificielle en 2018, sur la mise en œuvre pour la recherche et le développement de pôles territoriaux, des laboratoires interdisciplinaires enracinés sur un site universitaires, industriels, etc., dans lequel les différents acteurs communiquent les uns avec les autres en proximité. Mais aussi, cette échelle de proximité, c'est celle de la familiarisation avec ce que c'est que l'IA, y compris pour les citoyens. On a vu ces dernières années se développer des expériences. Venez expérimenter l'IA avec telle personne experte en programmation, venez interroger les logiciels, discuter, etc., y compris dans des milieux ruraux, y compris avec des personnes complètement naïves sur le sujet. Et c'est une échelle qui marche beaucoup mieux que l'échelle nationale pour cette formation et familiarisation. Et puis, troisièmement, c'est une échelle importante de mise en œuvre à travers les responsables d'action territoriale de l'intelligence artificielle, des responsables de sites, des responsables politiques locaux. La formation des agents territoriaux à l'intelligence artificielle, la façon dont ils l'intègrent dans les processus, c'est un excellent levier pour insuffler de la culture scientifique au sein de toute la machine qu'est la nation. Les acteurs territoriaux le prennent plus ou moins au sérieux. Le territoire sur lequel aujourd'hui on a pris la chose le plus au sérieux, sans surprise, c'est le territoire c'est en Essonne, territoire autour de Paris-Saclay, la communauté d'agglomération de Paris-Saclay. Mais ils l'ont pris au sérieux, pas seulement au niveau de la recherche. Ils ont déclaré, on va former une proportion importante de nos agents territoriaux à l'IA, on va les inscrire dans des formations, on va les mettre en contact avec des entreprises, on va faire en sorte qu'ils puissent être familiers avec la démarche, avoir des bons contacts et ainsi de suite. L'IA, comme ça, certains des principes que je viens d'évoquer, on peut dire exactement la même chose pour la cybersécurité. Et intelligence artificielle et cybersécurité, qui ont des intersections importantes, certainement les deux parties les plus développées, les plus critiques aujourd'hui du numérique. Ça se joue beaucoup, certes, en algorithme, en code, en procédure, en haut niveau, etc. Mais ça se joue beaucoup aussi en rapport de proximité, habitude, expérimentation, acteurs qui prennent l'habitude de savoir sur qui s'appuyer, à qui téléphoner en cas de pépin, vers qui se retourner, des référents territoriaux et ainsi de suite. Et ces grands sujets qu'on pourrait croire désincarnés ou juste relégués le plus souvent à la couche abstraite de l'algorithmique, ils doivent en fait, pour être efficaces, s'incarner territorialement. D'autres questions ? Je voulais connaître votre position sur la notion de souveraineté. On a vu ce matin que c'était finalement assez illusoire parce que Chat, Mistral utilise beaucoup d'outils et de ressources américaines. Cependant, c'est ce qu'on nous conseille d'utiliser pour préserver le territoire numérique français. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut soutenir Mistral sans ambiguïté. C'est le seul grand projet de grand modèle de langage qui est juste une des multiples phases de l'IA
Mais la face aujourd'hui qui attire le plus d'attention, le plus d'investissement, c'est le seul de ces grands projets à échelle européenne qui est en train d'émerger. Évidemment, il ne peut pas le faire de bout en bout de façon souveraine parce que sur la question des infrastructures numériques, nous sommes à la ramasse en tant que continent. Sur la question du calcul aussi. Sur la question logicielle, nous sommes moins à la ramasse, nettement moins. Et comme aujourd'hui l'attention se porte énormément sur cette couche logicielle, il est important d'être là et de soutenir nos projets. À plus long terme, on a besoin d'une industrie numérique bien plus forte en Europe. Sur certains segments très haut de gamme du numérique, y compris le numérique physique, l'Europe est bien là. Par exemple, certaines des infrastructures les plus haut de gamme sur le gravage des puces très grande qualité se font aux Pays-Bas. Certains des processus les plus aboutis se font ici et là en Europe. Mais pour la masse de la production, évidemment, ça vous a pas échappé. L'Europe, c'est juste un petit élément par rapport à la puissance de feu des Intel, Nvidia, etc. Nvidia, ces dernières années, première capitalisation boursière où ça se joue entre eux et Apple au niveau mondial. Et pourtant, c'est une entreprise récente. Il s'occupe de faire uniquement des puces particulières, des processeurs graphiques, comme on dit. Et c'est un monstre. C'est phénoménal en termes de puissance industrielle. On va pas revenir là-dessus maintenant tout de suite. Mais aujourd'hui, Mistral tente de faire au mieux en gardant une couche de souveraineté et en composant avec des acteurs qui sont les moins adversaires possibles, on va dire, afin d'obtenir des solutions complètes. D'autres questions? Moi, j'en avais une. Ah bah, allez-y, madame. Je vous la poserai après. Relevez la main pour que... Voilà. Mistral, l'émergence de Mistral nous rappelle aussi l'un des atouts majeurs en France, en Europe en général, mais en France, qui est l'excellence des programmeurs. Un très bon programmeur en France. Si on peut raisonner à l'échelle de l'Europe, encore plus, parce qu'il y a le vivier phénoménal d'Europe de l'Est, dans lequel il y a une culture geek qui est juste inouïe. Quand vous regardez au niveau fin du lycée, début enseignement supérieur, les Olympiades internationales d'informatique, dans les palmarès, de très très loin, les zones du monde qui décrochent le plus de médailles, c'est d'une part l'Asie, l'Asie du Sud-Est, et d'autre part toute l'ancienne Europe de l'Est, toute la culture slave. Bon, phénoménal. Avec la Pologne en deuxième position derrière la Chine dans ce palmarès mondial des IOI. Bon. Il est bon de se rappeler, ou j'aime bien rappeler, que dans la victoire des Alliés à la Seconde Guerre mondiale, un rôle crucial. Alors on caricature souvent en disant qu'il y avait le rôle crucial de la Grande-Bretagne, Alan Turing et les autres projets pour mettre en place le projet Enigma. C'est une partie de la vérité. La vérité est que c'est un projet, une coopération, mélange de services secrets et de sciences entre la France, la Pologne et la Grande-Bretagne qui a permis de craquer le résultat. La France a fait la première étape, la Pologne a fait la seconde étape, la Grande-Bretagne a fait la troisième étape. Sans cette coopération, le décryptage du code secret utilisé par Enigma, l'Enigma utilisé par l'armée nazie, était impossible. Et on s'accorde pour dire que dans ces conditions, l'opération du débarquement de juin 1944 était impossible. Toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, la seconde moitié de la Seconde Guerre mondiale en aurait été modifiée. Plein de choses sont possibles. On peut imaginer, par exemple, que les États-Unis auraient largué leur première bombe atomique, non pas sur le Japon, mais sur l'Allemagne. C'est un scénario qui est tout à fait envisageable, avec des conséquences et des rebondissements juste considérables. Bon. Et en tout cas, derrière ce projet et ce succès informatique extraordinaire, c'était une coopération franco-britannico-polonaise.
Important de le rappeler, alors que la Bretagne a quitté le projet euro, la Grande-Bretagne a quitté le projet européen. La Pologne a vu, à la dernière élection présidentielle, la victoire d'un eurosceptique appartenant au grand mouvement techno-populiste, techno-facho-populiste qui est en train d'envahir toute une grande partie du monde, et où le taux d'euroscepticisme en France grimpe. Mais si on veut relever ce genre de défi planétaire, que ce soit le défi écologique ou le défi technologique en général, le défi de l'intelligence artificielle, ça se fera pas à une échelle nationale, ça se fera forcément à une échelle européenne. Ma question portait sur le piratage industriel, entre guillemets, donc l'usage de l'IA, ChatGPT par exemple, par des entreprises industrielles en France, et quel pouvait être le rôle des collectivités qui sont partie prenante de ces entreprises, de cette industrie. Alors les petites collectivités, c'est un petit peu différent, mais à l'échelle des territoires, on voit que, par exemple, dans les financements, des subventions, etc. En premier, mon conseil perso, et je suis payé par personne dans l'industrie, n'utilisez pas ChatGPT. Et même si vous ne souhaitez pas, pour telle ou telle raison, utiliser Mistral, il y a des alternatives à ChatGPT. Donc je recommande Mistral en priorité. Mais sinon, vous pouvez vous tourner vers un Llama, celui de Meta, ou vers un Claude, celui de Anthropic, etc. Mais pour diverses raisons, ChatGPT, c'est celui qui me hérisse le plus. D'abord, c'est le plus visible, celui qui récupère le plus de milliards. Ensuite, il est mis, le porteur de projet, Sam Altman, est un fou furieux. Vous lisez son manifeste dans lequel il vous fait miroiter que l'intelligence artificielle va nous faire connaître toutes les lois de la physique et nous permettre de faire arriver dans une ère d'abondance où chaque être humain vivra mieux que les milliardaires d'aujourd'hui. Enfin, vraiment de la folie furieuse. Bon. Et ensuite, c'est le projet le plus fermé qui soit aujourd'hui. Malgré le nom OpenAI, mais ça c'est orwellien, c'est le projet qui met le plus le secret sur ce qu'il utilise et ce qu'il fait quoi. Contrairement à d'autres acteurs, par exemple, je citais donc Mistral et Llama, enfin le chat pour Mistral et Llama pour Meta, sont des projets qui ont bien dit il nous faut une composante ouverte, il faut travailler avec l'industrie du logiciel ouvert. Yann Lequin a une position intermédiaire là-dedans, enfin il prône un mode ouvert, même si c'est pas complètement ouvert ce qu'il prône. Il est sur une position là-dessus qui est incontestablement plus ouverte et plus partageuse que celle de ChatGPT. Ensuite, pour ces outils en général, le rôle des collectivités territoriales, comme je disais, c'est un rôle important, majeur, pour ce qui est de la diffusion de culture scientifique, culture de procédure, faire passer des informations, des consignes, des réflexes, des habitudes dans un sujet qui en demande énormément. Et je fais l'idée de faire attention à votre façon dont vous protégez tel et tel secret industriel, etc. Ce sont des choses auxquelles les collectivités territoriales peuvent être partie prenante. On parlait tout à l'heure des entreprises. Évidemment, les entreprises ont aussi des sites locaux, des politiques de sites, des contacts qui se font en proximité avec leurs voisins, etc. Et l'échelon territorial est un très bon niveau de relais pour toutes ces consignes et cette culture, pour la sensibilisation et le partage de culture. Pour la sécurité, il y a ce mantra qu'on entend quand on travaille sur la sécurité. Quand j'étais au conseil scientifique de la Commission européenne, on avait eu en charge un rapport sur la cybersécurité à l'échelle européenne et on avait insisté, à la suite du retour de tous les experts, sur un triptyque. Pas seulement les techniques, mais aussi les processus et les gens. C'est un triptyque. People, process, technique, comme on dit en anglais. Et la sécurité, si on compte juste sur les algorithmes et les techniques pour le mettre en œuvre, on va dans le mur. C'est aussi des questions de formation et de réflexe des personnels, et c'est aussi de façon forte des questions de procédure. Quels sont les bons réflexes à avoir, etc. Et si vous vous plantez dans le dosage entre ces trois ingrédients, vous courez à la catastrophe. Dernière question.
Oui, vous avez mis beaucoup l'accent sur l'éthique politique et l'éthique sociale. J'aimerais bien avoir votre position sur l'éthique environnementale. On est en train de voir une émergence à très grande vitesse de tous ces outils d'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut à la fois tenir l'enjeu du développement de cette technologie et les enjeux environnementaux? Seulement avec une volonté politique, environnementale et écologique en général forte. Ça ne viendra pas de soi des outils. L'IA, si on dit les choses franchement, dans le rapport de 2018, nous avons fait un travail, essayé de faire un travail exhaustif sur les avantages et les inconvénients. Depuis 2018, on voit qu'il y a il y a quelques éléments en plus qui sont arrivés sur les avantages et beaucoup d'éléments en plus qui sont arrivés sur les inconvénients. Aujourd'hui, il est clair que l'émergence de l'IA est au mieux une difficulté supplémentaire et au pire une catastrophe pour l'écologie. Pour plein de raisons qui sont la consommation accrue des ressources, la diversion monumentale des capitaux et de l'attention par rapport au sujet, ou encore la perpétuation de modèles économiques et politiques et leur renforcement même qui vont à l'encontre de l'écologie. Y compris le soutien apporté aux industries qui sont anti-écologiques de façon classique. Je vais insister là-dessus parce qu'on en parle rarement. Quand on parle IA écologie, on pense tout de suite à la consommation d'énergie ou la consommation de matière. Mais prenez un exemple. Les entreprises aujourd'hui qui incarnent le plus la pollution, le consumérisme, la production à tout va, etc. Dans le domaine emblématique de la fast fashion, c'est Shein, bien sûr. Vous avez vu peut-être, il y a quelques jours, le président Macron, interrogé par Hugo Clément sur le fait qu'un de ses anciens ministres les plus importants avait rejoint Shein pour un semblant de poste de conseiller écologique là-dessus, n'a rien trouvé d'autre comme réponse à Hugo Clément que de dire votre question est un peu nulle. Bon. Et bien, prenez une institution comme Shein, qui est un ramassis de tout ce qu'on n'aime pas. Hein. Vraiment, ça incite à la débauche de consommation, ça a des entrepôts partout, ça fabrique des tas de modèles, ça aboutit à l'engorgement de tous nos sites de recyclage des vêtements parce qu'il y en a tellement qu'on sait même plus quoi en faire. On n'arrive plus à les recycler et tout ça. Une entreprise comme ça profite de l'IA à tous les étages. Dans son modèle publicitaire, agressif et très personnalisé, dans sa façon d'utiliser l'outil pour mettre en scène, mettre en valeur, etc. Publicité ciblée, ça marche vraiment. Mais aussi profite de l'IA pour optimiser sa production, sa consommation, calcul, se permet d'être très tendu sur les stocks parce qu'ils savent exactement, ils ont besoin de ci et de ça, ce qui leur permet de diminuer leur prix et donc d'augmenter encore leur production. Et donc, ils profitent à tous les secteurs de l'IA. Il y a eu des analyses là-dessus. Une excellente étude dans un... j'ai oublié c'est paru dans une revue anglo-saxonne qui s'occupe d'enquêtes sur les questions écologiques ou autres, dont le nom m'échappe, mais je vais vous retrouver ça en quelques instants. Et l'IA profite à tous les niveaux. Alors, ce que ça montre, voilà, c'est ça. Grist, la revue. Est-ce que c'est bien celle-là? Toc, 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 toc. Ouais, c'est ça. C'est ça, Grist. Shein is officially the biggest polluter in fast fashion. AI is making things worse. Alors, vous pouvez le traduire automatiquement si vous voulez. Vous pouvez le consulter en français, mais c'est une enquête sur la façon dont l'IA aide Shein à se développer en bons indicateurs traditionnels qui s'appellent du chiffre d'affaires et des choses comme ça. Et quand vous regardez l'impact écologique qui arrive, il augmente, mais encore plus vite que le chiffre d'affaires et l'impact écologique dans le mauvais sens. Donc ce soutien de l'IA à des activités pollueuses classiques,
il est considérable. Alors pour Shein, j'ai pas ajouté, mais ceux qui suivent le dossier le savent, qu'en plus il utilise des travailleurs dans des conditions qui sont de l'exploitation ou à la limite de l'esclavage. Il y a un débat pour savoir s'il utilise effectivement aussi des travailleurs ouïghours en Chine ou pas, mais en tout cas s'inscrit dans un contexte qui aussi du point de vue social est juste détestable. Et donc l'impact délétère de l'IA, il est aussi beaucoup dans ce soutien à des choses tristement classiques. Je vous recommande vraiment le livre de Kate Crawford qui s'appelle Contre-Atlas de l'intelligence artificielle et qui joue le rôle à charge là-dessus. Dans le versant positif, si vous voulez, de l'autre côté, en particulier à travers un collectif comme Data for Good, co-présidé par Théo Alves d'Acosta et Lou Velgrin, l'IA est utilisée sur commande pour aider tel ou tel projet écologique en fonction de ce qui est demandé. Par exemple, l'association Quota Climat leur a fait développer un outil d'IA destiné à détecter automatiquement dans les chaînes d'information ou dans les médias quels sont ceux qui ont une attitude climato-dénialiste par rapport aux changements en cours. Ou le GIEC leur a demandé de travailler sur un outil, un agent conversationnel sur mesure qui les aide à mieux interroger, mieux trouver, mieux se repérer dans les gigantesques bases de données scientifiques liées au climat. Et donc, s'il y a la volonté politique et économique, oui, ça se mettra au service du projet écologique. Et si cette volonté n'est pas là, ou si on se contente de détourner le tir en disant c'est pas l'un de nos sujets ou on le verra plus tard, eh ben non, ça ne se fera pas. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, Cédric Villani. Merci à vous.